Bonsoir et bienvenue à tous. Par un arrêté, celui du 12 février 2026, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lance l'examen d'aptitude au stage d'avocat session 2026. Le lendemain, le Conseil de l'ordre s'est réuni pour délibérer et clarifier les modalités régissant le processus de candidature. Parmi les décisions prises, l'exigence de la lettre de parrainage dans le dossier de candidature. La lettre de parrainage, décide le Conseil de l'ordre, doit être accompagnée entre autres des documents comme une attestation de non-redevance du parrain délivrée par le trésorier de l'ordre, c'est-à-dire que le parrain doit être à jour de ses cotisations au sein du barreau. La difficulté pour certains avocats à régulariser leur situation financière expliquerait l'intervention d'une sénatrice qui a cru devoir apporter un soutien avant d'être recadrée par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Quel est le problème que pose fondamentalement cette lettre de parrainage? Que reproche le bâtonnier à la sénatrice en question? La lettre de parrainage est-elle devenue un moyen de pression sur les avocats insolvables? Et lorsque tous les avocats auront payé, à quoi servira cet argent? Les responsables de l'ordre rendent-ils compte de la gestion des fonds versés par les avocats? Pourquoi l'Assemblée générale, pour la réédition des comptes prévue le 30 janvier dernier, n'a-t-elle pas pu se tenir? Est-ce pour enflouer ces caisses que le barreau organise un nouvel examen, alors que les stagiaires entrant en 2024 n'ont pas encore achevé leur formation? Quel est l'état de santé de l'ordre aujourd'hui? Pourquoi certains avocats peuvent parrainer 4, voire 5 stagiaires, alors que les textes en vigueur limitent à 3 le nombre de lettres de parrainage par cabinet et à 6 pour les sociétés civiles professionnelles d'avocats? Le bâtonnier de l'ordre favorise-t-il ses proches? Y a-t-il au barreau un cercle des amis du bâtonnier qui bénéficient des dérogations? Pour décrypter cette problématique, personne de mieux placé que le bâtonnier himself. Notre invité est donc le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Eric Mba, bonsoir et bienvenue une fois encore à cette émission La Vérité en face sur Équinoxe Télévision. Thank you, Divan. It's an honor for me to be your guest today. Pour mener cet entretien, nous sommes avec Babila Jonathan. Good evening. Thank you, Juba. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of La Vérité en face. We are coming to you from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. And in this edition of the program, we are looking at issues concerning the Cameroon bar, notably issues linked or connected to the request for sponsorship later from people advocates or advocates in a training after the Ministry of Justice launched the 2026 bar exams. And we are also looking at issues concerning the rights of women. Today, being a day consecrated to advocacy for the rights of women, we are looking at issues concerning the increasing rate of violations and abuse of the rights of women, the rising rate of femicide in Cameroon, with recent statistics showing that 2012 women have been killed in Cameroon between 2023 and 2026. We're looking at these issues in this edition of La Vérité en face, and our guest today is the president of the Cameroon Bar, Barrister Eric Mba. Welcome to the program. Thank you, Mr. Babla. It's an honor for me to be your guest today. Right, let's begin with issues concerning women. Today is a day consecrated to advocacy for the rights of women, but also celebration of strides that have been made so far, efforts that have been made so far to ensure that women's rights are respected in our society today in the Cameroonian context. Do you have the impression that there's some progress made in terms of the respect of the rights of women? Yes, Babula, I think there's some progress that is made, even if we want to think that the progress is very, very timid. I think quite some progress is made. But I think at the level of legislation, we still need quite a lot of local legislation to actually sanction any violation towards the woman's right. It's unfortunate, too, that today, when we're talking about the rights of the woman, the rights of the female child and all of that, and we capitalize on the violence against the woman. It's unfortunate that today what is making news all around the country is the fact that a police officer was killed by the wife. So you see the paradox. It only goes equally to say that there are equally issues of violation of the rights of the man which are not really documented. But that against the woman, the female child is really, really tremendous.
when we talk about the rights today, actually it's not more about the rights that I'm looking at, but I think my heart bleeds. My heart bleeds because on days like this, I think more about the girl child who was not able to go to school for so many years in the Nozo regions, the girl child who in the northern parts of Cameroon have been deprived of education, the girl child who so many of them have gotten into teenage mothers, and the vicious cycle of children who will not be able to go to school comes in and out. My heart bleeds. Women paying the huge price. The women paying the huge price. In the close to a decade-old armed conflict in the northwest and southwest regions. Correct. So, what's your reading of the rising rate of femicide in the Cameroonian society today? Recent statistics indicate that at least 212 women, rather not 2,000, 212 women have been killed between 2023 and 2026 in Cameroon. What's your reading of this phenomenon? Babila, I think it's sad. It's barbaric. It's uncivilized. And that's why I say we need local legislation to actually sanction such conduct, because women are subject to a lot of things that even take away lives. When we talk about the so many women who die in the course of childbearing, we've lost a couple of lawyers because of that. Because they want to bring life, their own lives are lost. It is very, 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 very traumatizing. And over and above that again, we have to add that number by violence against them. The law does not actually punish violence only against women, but violence against any human in any form. You know, before now it was corporal punishment and all of that. There are international instruments that have come a long way to sanction all of this. And it is barbaric. Talk less of being in the bar. We as the forerunners of the civil society, we decry, we condemn. And I seize this opportunity to call on the female folk of the bar, all the female lawyers of the bar, to stand up, to rise and engage fierce legal actions against anybody who causes the death of any lady, any girl child, anybody who perpetuates violence against the women. In terms of legislation, what is not being done right? What is yet to be done as far as the protection of the rights of women is concerned? You must have been hearing a lot of complaints, concerns about what is qualified as impunity. Women who are tortured by their love partners, by their husbands, some killed, and some of the court judgments seem not to be commensurate to the crime committed. We have the recent case of a teacher who was killed by her husband here in Douala, and the court handed down, even though that was corrected later, a judgment of 5 years suspended sentence or so, and a fine of about 6,000 francs CFA. That was like a leeway, like saying, okay, you can go ahead and continue. That was actually an aberration, and we are glad that somehow it was rectified. But it was actually a miscarriage of justice. We are all glad that it was done. And even there's still a lot of cultural values, traditional beliefs, traditional regulations that do not favor the respect for the dignity or the rights of the woman. And that is why I think that the national laws should super and come into legislating all of this. We still have a lot of cultural things, beliefs that hinder the women access to a lot of things. When we talk about their rights, it's not only about the right to the protection of their physical body, but we talk about the rights to every other thing, like the boy child. Inheritance, succession, even in access to jobs and all of that. We are moving there, but it's very, very slow. Alors, M. Bâtonnier, revenons un tout petit peu au barreau dont vous avez la charge. Il y a un concept qui est développé par les femmes dans le sens de la revendication des droits des femmes, de l'épanouissement des femmes, de l'émancipation des femmes. Ce concept, c'est Hi-Foshi. Est-ce que vous croyez que vous êtes un Hi-Foshi? Est-ce que vous avez adressé un message aux femmes avocates
du Cameroun à l'occasion de cette édition du 8 mars? Yes, there is, you know, at the bar we have commissions. And coincidentally, the Human Rights Commission, which superrides the Social Affairs Commission, is headed by a lady. And she sent out a 2-page document on behalf of the bar. That's equally part of empowering the ladies. There was a message addressed to our female colleagues. Yes, it was. Ce n'est pas le bâtonnier lui-même. No, it is the bar. If she does it on behalf of the bar and I sanction it, it is as good as the bâtonnier doing it. Combien sont-elles les femmes avocates au Cameroun aujourd'hui? We have, I must precise first that the figures that I'll give are figures of full-fledged lawyers, dont des avocats au grand tableau. Oui. Il y en a 1450, oui. Parce qu'il y a 4000 avocats au grand tableau, donc il y a 1450. Est-ce que c'est assez pour vous comme je pense femme? Oui, je pense que c'est assez. Ça représente un pourcentage qui devait tourner autour. Non, je ne veux pas dire que ça représente un pourcentage comme si c'est quelque chose qui est fait, c'est quelque chose organisé pour dire donc de femmes vous devez occuper ou bien vous devez prendre tel pourcentage, mais c'est une profession libre. Mais est-ce que ces femmes qui sont au barreau occupent des fonctions importantes ou bien elles sont réduites à des fonctions secondaires? Non, je dirais même qu'ils occupent aussi des fonctions très importantes parce que le trésorier de l'ordre, c'est une femme. Et comme je disais tout à l'heure, le vice-président de la commission des droits de l'homme, c'est une femme. La présidente de la commission d'anticorruption, c'est une femme. Barrister, la commission veille, c'est une femme. Bon. Barrister, are women in the Cameroon bar relegated to secondary positions? Why have not a female bar president, a female bar general assembly president, if I'm not making a mistake, to now? On a consulté justement en préparant l'émission la liste des bâtonniers de l'ordre depuis Gorjijinka jusqu'à Mba et Rimba. Il n'y a pas de femmes bâtonniers élus. Oui. Est-ce que le barreau est une institution misogyne? Pas du tout. The fact is that the women at the bar, you cannot even relegate them to a secondary position. You cannot. They are women of integrity and dignity in their own rights. There is no regulation in the bar which favors either the male gender. When it comes to election, everybody is vertically and horizontally equal. You aspire, it is by vote. If it were by some nomination, then you could say, but why for all this while have they not nominated a woman? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a au sein du barreau des femmes capables d'occuper cette fonction du bâtonnier de l'ordre, par exemple? Bien sûr. Vous avez quelques exemples? If we look even at the bar, in the bar council we have 3 dynamic ladies. Med Ngula Fosso, Med Adeline Fegum, and Med Gomyogo. Those are 3 dynamic ladies. Est-ce que... And the list can go all along. Je voudrais peut-être sortir de ce paragraphe-là. Est-ce que ça vous tente, vous, monsieur le bâtonnier, de passer le flambeau à une femme à la fin de votre mandat? Si vous dites que le bâtonnier passe le flambeau, ça donne l'impression comme si on a un système de fenage. Mais alors qu'on n'a pas. Si j'avais cette possibilité de le faire, je ne manquerais pas. Mais malheureusement pour nous, c'est l'Assemblée générale qui décide. Autrement dit, vous pensez que le moment est venu pour une femme d'occuper les fonctions de bâtonnier de l'ordre? Le moment était venu de passer depuis. Mais pourquoi on n'en a pas? C'est l'Assemblée générale qui a décidé. Autrement dit, les avocats ne sont pas encore prêts à avoir une femme comme bâtonnier? What are you doing to push women to the fore? What are you doing to bring them up? Are you grooming some of them to come up to that position of responsibility? We don't really have in the bar the system of grooming. We don't groom. We don't groom because the General Assembly has a kind of a 3-tier voting pattern. They vote the president and vice of the General Assembly, they vote members into the Bar Council, and thereafter they vote the Bar President. You may spend your time grooming somebody who finally is not even elected into the Bar Council. On se souvient lorsque le bâtonnier Charles Tchakounte Pati est décédé,
C'est une femme, je crois, Marie-Claire Tanabikuna, Oui. avocate qui a assuré l'intérim pendant plusieurs années avant qu'on organise cette élection. Elle aurait pu être reconduite comme bâtonnier. Elle aurait pu, mais des avocats, l'Assemblée générale a décidé autrement. Alors, venons-en à la... And just to correct what Babula said there, we have had ladies who have been presidents of the General Assembly. Okay. Yes. Okay. I think Adandenge was one, if I can remember just that one. Alors, venons-en donc au cœur de la principale thématique qui fait l'objet de notre entretien ce soir, la question de l'organisation de l'examen d'aptitude au stage d'avocat, session 2026. Le dernier examen a eu lieu en mars-avril 2024. 2 ans après, alors que les stagiaires retenus en 2024 n'ont pas encore terminé leur formation, vous vous précipitez pour organiser un nouvel examen. Quelle est l'urgence? Duval, vous parlez comme certains de mes confrères. Quand vous utilisez le mot « vous précipitez ». Oui, j'ai cru entendu bien lire dans certains forats des avocats s'interrogent qu'est-ce qui justifie ces précipitations. Alors que pendant la campagne, on me disait, bon, promets-nous que vous allez tout faire pour que la loi soit respectée et que l'examen soit lancé comme prescrit par la loi. La loi dispose que l'examen doit être lancé chaque année. On n'a même pas lancé en 2025. On vient de lancer en 2026 et on considère que c'est précipité. Je ne crois pas. Vous avez besoin d'argent, M. Bâtonnier? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que vous lancez l'examen aussi? Pas du tout. Parce que on a lancé parce que la loi le dit. Oui, parce que dans le texte qui organise l'examen, on parle de 50 000 francs par candidat. Si on a 4 000 candidats à cette session 2026, ça fait quand même 200 millions de francs CFA. Hein. Oui. Ça peut soulager la caisse du barreau. Quand vous regardez de l'extérieur comme tu fais, ça donne l'impression que ça va quand même faire quelque chose au barreau de Cameroun, mais c'est rien. Comment ça, c'est rien? C'est rien parce que je veux saisir l'occasion pour vous expliquer pourquoi le Conseil de l'ordre a décidé sur ce montant de 50 000. Quand vous regardez des textes qui gouvernent l'examen, c'est des textes qui datent de longue date. Ça fait partie de nos problèmes dans la famille judiciaire qu'on demande chaque jour que ces textes doivent être amendés. Les textes disposent que des surveillants, des correcteurs, des membres de jury doivent être payés 8 000 par jour. Donc, 8 000 par jour. C'est pour ça que pendant toutes ces périodes-ci, on n'a pas lancé l'examen. La dernière fois qu'on a lancé, c'était toujours comme ça que c'est des candidats qui subventionnent, des candidats payent ce montant supplémentaire. Parce que l'État ou bien la chancellerie dit non, la loi parle de 10 000 qu'on doit verser dans le coffre de l'État. Bon, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on va faire? L'État ne subventionne pas. On est obligé maintenant de négocier et dire oui, au lieu de punir tout le pays, regardons la situation entre-temps, pendant que la loi soit révisée et tout ça, les candidats peuvent payer. Imaginez-vous un magistrat qui quitte de Douala ou bien un enseignant qui quitte l'université de Boya, un aîné avocat qui vient de Maroua pour Yaoundé, 8 000 par jour. 8 000 par jour. Le carburant, c'est combien? Même un auberge. On ne paye pas un auberge à ces jours à 8 000. Donc c'est pour ça que l'ordre des avocats vient maintenant en intervention pour dire, ok, vous les candidats, voici la situation. Vous devez aussi, c'est pour ça que si vous regardez notre communiqué, c'est précisé, c'est pour combler. C'est un frais supplémentaire. Ce montant couvre les frais supplémentaires liés à l'organisation de l'examen ainsi qu'au séminaire préparatoire qui sera organisé par le barreau à une date qui sera communiquée en temps utile. Exactement. Alors, mais si on prend le cas du dernier examen, quand vous avez fini de dépenser tout cet argent en rapport avec l'organisation, les indemnités, les enseignants, les suivants, etc., il vous reste quand même un peu d'argent dans les caisses, non? Je veux vous dire, Duval, que si peut-être à l'Assemblée générale, là où on va rendre compte, c'est la dernière, si vous avez l'opportunité de regarder le bilan, on a juste creusé dans le fond de l'ordre pour faire ça. L'examen, ce n'est pas pour faire enrichir l'ordre, pas du tout. Edify us, barrister, on the additional cost in the organization of the
bar exams, which is on the shoulders of the candidates? Yes, Babila, the point is we try to put a human face to the law. The text that govern exams, the bar exams, dates way back, and the financial aspect provides that the invigilators, the markers, the members of the jury are paid 8,000, I think 10,000 a day. So over time, the cost of fuel, cost of transport, cost of everything has more than quadrupled. So nobody wants to come for such an exercise. And the law provides that the candidates pay 10,000 francs into the state coffers. Recovering first from the state coffers is a different ball game. I don't want us to get into that now, because the bar usually gets into its coffers, finances the exams, and now writes to the state to recover. But the 50,000 francs is to complement. Because if you are given a lecturer who lives Boya or Bamenda to come to Mark or even to Wala, or a magistrate who has to come from Ngaoundere or Marwa to come for the exams, and you say you are giving 10,000 or 8,000 a day, that's ridiculous. Have you increased the amount? Of course, of course. So generally, what we do is we see how many persons are there, and we'll have that meeting on Monday with the director of the judicial profession. There's hardly within the period of the 2 days that anybody will go back with less, not say go back, is entitled to anything less than about 200,000 francs. No, the bar taking money from its coffers to Correct. finance the examination and then recovering the money later. Is that how it should be done? Is that what the law says? It's not what the law says. You see, the point is, just like every other treasury, they have their procedures. When the exams is launched, there's a deadline that is given. The candidates deposit by this date. The bar examines the document because they're deposited in 2 copies. One is addressed to the bar president and the other is addressed to the Minister of Justice. Both are deposited at the bar. We receive them, we verify the regularities and all of that, and we send one to the ministry. They equally double check, they cross check, and they establish a list. Within this period, we need to already pay money for the printing materials, for the writing materials. Some basic preliminary logistics is required. And the time for us to get the money from the treasury is not even within reach. So we definitely pre-finance, and those are some of the things that we get into this understanding with the ministry for the exams to smoothly go through. Monsieur le bâtonnier, si l'examen nous donne peut-être pas suffisamment d'argent, reconnaissez tout de même qu'à travers ce que vous avez appelé la mécanique de la lettre de parrainage, il y a quand même un peu d'argent qui entre dans les caisses. Est-ce que cette lettre de parrainage est un moyen de pression chez les avocats insolvables? Je ne veux pas dire que c'est un mécanisme de pression, mais véritablement ça met de pression. Parce que dès que tu n'es pas à jour des cotisations et vous n'avez pas cette pièce attestation de non-redevance, les dossiers de votre candidat sont rejetés. Mais ce n'est pas la moyenne de celle de les faire. Des avocats qui ne sont pas à jour de leurs cotisations, qui ne veulent pas payer, le conseil de l'ordre les traduit au conseil de discipline. On les sanctionne. Et la lettre de parrainage, si vous n'êtes pas à jour aux cotisations, vous signez pas la lettre de parrainage. Bien sûr. Mais vous savez que ça peut handicaper des candidats? Non, parce que normalement, pour parrainer, vous devez être un avocat digne de bonne moralité. Quel est cet exemple que vous voulez montrer à cette jeune que tu veux parrainer? Parrainage veut dire former, accompagner dans de bons sens. Est-ce que tu peux dire à un jeune que tu veux former que tu n'es pas à jour de tes cotisations? Vous voulez dire quoi? Que ces avocats qui ne sont pas à jour sont des avocats qui doivent sortir de la liste? Non, pas qui doivent sortir de la liste. Ils n'ont pas les moyens de payer régulièrement leurs cotisations. Ça peut arriver, non? Non, ça peut arriver. Est-ce que pour autant, ça porte un coup à leur éthique, à leur morale, à ce qu'ils sont? Duval, c'est quelque chose dans d'autres pays. Tous les avocats n'ont pas les grands dossiers pour avoir beaucoup d'argent. Ah oui, ah oui. Il y en a qui, justement, travaillent beaucoup plus dans le social, qui aident vraiment, comme on le dit, la veuve et l'orphelin, et qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir tenir ces cotisations. Est-ce que vous tenez compte de ça? Oui, on tient compte de tout. Et mais je ne pense pas qu'il y a des avocats qui sont assez bas.
Mais la loi le permet. Que si vous pensez, vous constatez que c'est assez dur, oui, jusqu'au point où tu ne peux pas payer des cotisations de 8 000 par mois, oui, 7 000 par mois, 84 000 par an, ça veut dire que tu ne peux même pas payer tes loyers. Il faut simplement demander une omission. Alors maintenant, il y a une sénatrice qui a cru devoir apporter un soutien aux candidats qui sont en difficulté avec la lettre de parrainage. Je parle de Françoise Puené. Dans une récente sortie, elle indique qu'elle a observé que depuis l'annonce du concours, beaucoup de potentiels candidats ont du mal à cocher la case parrainage. Elle a donc demandé à ceux-là de lui adresser une lettre pour qu'elle les aide. Vous n'avez pas apprécié et vous l'avez recadré. Quel est le problème que pose sa démarche? Non, parce que j'ai cru lire dans un communiqué par Madame la sénatrice que des candidats peuvent déposer leurs demandes pour des lettres de parrainage à un hôtel du Sienne. Je trouve ça abnormal. C'est incroyable. L'examen au barreau, c'est un domaine exclusivement réservé. Solennel, j'aurais même dit. Même le ministre d'État, garde des Sceaux, ne peut même pas demander qu'on dépose des demandes de lettres de parrainage à la chancellerie. Non. C'est uniquement au siège de l'ordre. C'est un domaine où on ne tente même pas. C'est de ça qu'il s'agit. What's the problem? It is a solemn domain reserved for the bar. It is the sanctity of it. We don't have to turn around and behave as though it's an empty kiosk or it's some kiosk by the roadside where you go and you deport it. No. The point is, even if whosoever decided to help some candidates and all of that, let them do it as their internal cuisine. Who pays the bar dues or helps a candidate to pay the bar dues and all of that, it is not our business. But so long as it comes to us that a lawyer has asked for somebody to pay his bar dues before the letter of sponsorship is signed, there goes a fault. And such a lawyer will be summoned to the disciplinary council. A lawyer who behaves like that should not even sponsor. Is the problem linked to possibilities of manipulation, possibilities of influence peddling? Because when it is often said that he that pays the piper dictates the tune. So is there a problem with in that perspective, considering that if somebody decides to finance the money that is requested from the candidates or whatever, at the end of the day it will influence that person? He will become like a godfather, so to speak, who may influence the actions. No, the point is that, Babila, there is no possible way that anybody who is not a lawyer can influence the sponsorship of a candidate. There's no way. The only astuce, the only exit point is that you assist a lawyer who is not up to date with his bar dues to pay his bar dues so that he now signs for a particular candidate. But that does not line, it doesn't augur well with the dignity of the profession. I don't want to go about the consequences and all of that. The method of it is wrong. A lawyer is supposed to be regular with his bar dues. It's a sign of dignity. It's a sign of the elegance that goes with the profession. And he is supposed to sign a letter of sponsorship because I see in this young man, I see in this young lady the potentials of becoming a good lawyer tomorrow to serve our fatherland. You are not signing because he has paid. Because when you already give to the candidate the idea that you are going in because you have paid money, it dismisses from the mind of the candidate the issue of quality, the issue of capability, the issue of standards. Is the integrity of the lawyer, correct, the independence of the bar, under threat with such suggestions from a politician? I think I will talk about integrity, but as to independence, I don't even want to think that things like that will have anything to do about the independence. It is about the integrity. Because a lawyer who permits that it is flushed on the public media that they have to pay bar dues to circumvent their dignity or to bring in lawyers, to bring in candidates to pay for them, that lawyer should not be called one. Peut-être pour la gouverne de ces candidats,
à cet examen. Vous avez indiqué, ça c'est les décisions qui ont été prises par le Conseil de l'ordre le 13 février au lendemain de la convocation de l'examen par le garde des Sceaux. Exigence relative à la lettre de parrainage. Chaque candidat doit présenter une lettre de parrainage dûment signée par le parrain de stage et rédigée sur le papier en tête officiel du cabinet d'avocat parrain. La lettre doit comporter le cachet officiel du cabinet d'avocat, le cachet nominatif du parrain portant son matricule, la date d'admission du parrain au barreau, le numéro de téléphone du parrain, une adresse électronique fonctionnelle. La lettre de parrainage doit être accompagnée des documents suivants: une attestation de non-redevance du parrain délivrée par le trésorier de l'ordre, un plan de localisation, une attestation d'existence du cabinet, une limite de parrainage. On reviendra sur la limite. Est-ce que, tout au moins sur l'esprit, vous comprenez la préoccupation de la sénatrice qui a voulu peut-être apporter un soutien à des avocats pour qu'ils prennent en charge ces stagiaires-là en raison justement des difficultés financières, même si on peut trouver que le modus operandi est questionnable? Non, Duval, le problème n'est pas simplement à ce niveau de lettre de parrainage. Parce que ça donne cette impression, ou bien ça fait croire à certains que cette lettre de parrainage, c'est juste un document banal, protocolaire, qu'on demande pour permettre que des enfants composent. Non. La lettre de parrainage, c'est un engagement ferme et solennel qu'un avocat expérimenté, minimum 5 ans d'ancienneté au grand tableau, donne au barreau, au conseil de l'ordre, vis-à-vis la loi, qu'en cas où celui-ci réussit dans l'examen, je m'engage à les former au durant du stage de 2 ans. Donc ce n'est pas simplement une affaire de l'argent ou bien de lettres de parrainage. C'est pour ça qu'on a insisté sur cet document, cette pièce, plan de localisation. Ça ne se limite pas là-bas. Le Conseil de l'ordre a déployé dans toute l'étendue du territoire des commissions d'inspection de cabinets. Il y a des cabinets dans les mallettes. Il y a des cabinets dans les mallettes. Donc il y a des commissions qui sont allées visiter des cabinets, qui ont dit non, là où tu es, ton cabinet ne doit pas être dans cette marécage, ou bien tu as une petite salle de 4 mètres x 4, 16 mètres carrés, et peut-être votre secrétaire est de l'autre coin, et vous êtes de l'autre coin. On dit non, tu ne peux pas parrainer. Même si la loi t'autorise de parrainer 3, on dit non, vous n'avez pas de logistique requis pour parrainer. Donc ce n'est pas seulement une affaire de lettre de parrainage, parce que c'est pour l'intérêt de ces candidats qui veut être avocat stagiaire et devenir avocat qu'on met toutes ces conditions. Il y a également... Si tu n'arrives pas à payer des cotisations et quelqu'un d'autre passe pour payer ces cotisations pour que tu signes ce parrainage, qu'est-ce qui donc va devenir de la formation? Est-ce que tu seras capable de payer des loyers, payer des secrétaires, avoir une bibliothèque et tout ça et tout ça? Those are the issues that go along. So the letter de parrainage only comes as the last stage to say yes, they have inspected your chambers and you have what it takes. It is not a procedural requirement that you just sign. It is very, very important. And to go further, there are so many things that are attached to it. Il y a des cas où vous arrivez dans un cabinet, il y a 3 avocats, mais le cabinet est au nom d'une seule personne. Il vous dit on est en association de moyens et tout ça. On dit non, ce n'est pas connu par notre texte. Il dit non, le patron a demandé que je peux signer. On vous demande non, que le patron écrive pour dire il t'a autorisé de parrainer 2 ou une seule personne. Parce que c'est l'intérêt de candidat qu'on est en train de protéger. Parce que s'il n'y a pas cet engagement à l'interne, c'est lui qui est le propriétaire du cabinet, connu par le Conseil de l'ordre, peut arriver un beau matin et dire bon, maître Mba, ça ne marche pas entre moi et toi. Bon, prends tes choses, tu quittes. Qu'est-ce qui va devenir donc de cette stagiaire? Mais si lui, il avait signé que maître Mba parraine ces 2, il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation. Au moment où il chasse maître Mba, il est dans l'obligation de garder les 2 stagiaires-là.
Donc tout ça, c'est pour protéger des avocats stagiaires. Alors, il y a un autre élément, une autre décision que vous avez prise, c'est la limitation du parrainage. Le parrainage est l'opération qui s'étend de la délivrance de la lettre de parrainage jusqu'à la fin de la formation. En conséquence, un avocat ne peut délivrer de lettre de parrainage que dans la limite de 3 stagiaires, et ce, compris les stagiaires étant déjà en formation dans le dit cabinet. De même, aucune société civile professionnelle d'avocats ne peut délivrer une lettre de parrainage qui, combinée au nombre d'avocats stagiaires déjà présents au sein du cabinet, dépasse 6. Donc, la règle est claire, 3 au max pour un cabinet et 6 au max pour une ACP, c'est pas ça que vous appelez. Mais, M. Bâtonnier, oui, dans nos investigations, il y a des avocats qui sont à 4 stagiaires. Est-ce que ce sont des avocats proches du bâtonnier? Est-ce qu'il y a au barreau une sorte de CERAP, le cercle des amis du bâtonnier, qui bénéficie des privilèges, des avantages et des dérogations spéciales? Oui, je veux simplement dire que c'est des avocats qui sont proches de la loi, pas proches du bâtonnier. Ah, il y en a quand même, vous confirmez? Non, je confirme. Quand vous parlez de 4, il y en a qui ont parrainé même 10 ou plus. J'ai autorisé, j'ai accordé cette dérogation. Mais il faut qu'on rentre dans des contextes. Il faut qu'on rentre dans des contextes. L'examen de 2024, le contexte, c'était quoi? On avait 480 Camerounais qui étaient bloqués au Rwanda. L'État m'a invité de signer l'accord de réciprocité. J'ai refusé parce que j'ai estimé que si on lançait l'examen chaque année, on ne sera jamais retrouvé avec 480 Camerounais au Rwanda. Donc j'ai insisté qu'on lance l'examen. Ça va résoudre ce problème. Donc le 480, parmi le 480, il y a tellement peut-être 300 qui sont rentrés pour composer. Au moment où il arrive, il n'y avait plus d'espace dans le cabinet. C'est là où on a considéré tout ça comme des cas sociaux. Donc tous des avocats qui ont l'installation qui leur permet de parrainer plus de 3 ou plus de 6, j'ai donné cette dérogation. C'était officiel, ce n'était pas pour des amis de bâtonnier. Là, tout le monde le sait. Bon, on dit les amis du bâtonnier parce que dans les cas qu'on a cités, il y a votre secrétaire. Oui, he is not alone. Almost all the Bar Council members have some minimum standard of office structure. And I authorize. And what you need to know, Duval, is that the law is very clear. The people advocates are directly under the supervision of the bar president. They are directly under the supervision of the bar president. It doesn't end with that. The bar president and the bar council have a right that after the sponsorship, if somebody were to write, even anonymous, and complain that there is a particular lawyer, he is not training the people advocate properly, I have a right to withdraw that candidate and assign to some other person. After proper investigation. Of course, yes. Of course, yes. Mais dites-moi, M. Bâtonnier, vous expliquez là qu'il y a des circonstances particulières. Yes. Vous êtes avocat. Yes. Il y a des règles. Yes. Il y a des lois. Yes. Vous vous souvenez de ce qui est écrit au fronton de la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de l'État au Cameroun, Doralex, Sedlex. Yes. The law is hard, but yet it is the law. Pourquoi pas rester sur la loi? But Duval, the other thing that you forgot not to have read is the fact that summum jus, summum injuria. That a strict adherence to law is injustice. That's the part you forgot. Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte justement aux jongleries qui pourraient arriver à des sortes d'injustiçantes griffes? No, Duval, those are some of the prerogatives of leaders in every institution. Even in your own here, I'm sure the general manager or the CEO of your institution has some prerogative. Because by the time the lawyers confer on an individual the destiny of the bar, the first thing is that they are convinced that that is somebody of integrity. So minimal things like that, they are sure that it will not happen.
Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir, au regard des résultats et du bilan, face à cette situation de crise que vous avez évoquée avec ces enfants qui venaient du Rwanda, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous avez pris une bonne décision? If I have the opportunity, I will do it again. Because even now, there's still those il y a encore des dérogations que je suis en train de signer. There are some colleagues who will come and they say, okay, we have this installation. Because the spirit, Duval, we must understand. The spirit is that the Bar Council encourages partnership. Because all the advantages in partnership are there. So we want to encourage and give all the maximum advantages to. So we would prefer, even if the law says 3, that is the equitable imputation. If the law says you can sign 3, et on constate que votre cabinet est peut-être une petite chambre affichée à la cuisine de votre bailleur, parce que la loi parle de 3, on doit vous accorder 3, alors qu'il y a un autre confrère dans une installation digne, peut-être 2 niveaux dédiés à son cabinet, mais that is the spirit. Now, I was going to ask you the factors that you take into consideration to grant that special authorization to Mr. X or Mr. Y to receive more than the number of trainees required by the law. The factors are not streamlined, but there are many. They vary. Like now, I think I've signed some. Nous tous, on connaît le feu honorable Fotso qui est mort aussi dans un accident. Là. Il y a 2 candidats qui sont venus me voir. On était des postulants de Maître Fosso. Et là, on n'a pas de lettre de parrainage. C'est elle qui nous avait parrainé en 2024. Tout ce que je fais, j'ai demandé au secrétariat, vérifie si les 2 candidats-ci ont été parrainés par Maître Fosso. Si c'est le cas, bon, je leur demande, trouve un cabinet qui peut te parrainer et je leur donne des dérogations. Hier, j'étais pour la formation de jeunes avocats ici. Il y a un handicapé. She came on a wheelchair. It's a lady. By the way, it's the Women's Week. She came and met me there that she has been to the bar head office. She struggled to see me. She's unable to see me. I said, okay, what's the problem? She says she has a degree in law, but everywhere she has gone, but nobody wants to give her the sponsorship letter. So I called, I turned around and I said, but who of you here is more than 5 years? Okay, I said, okay, take the number of this lady. I told her to constitute all her documents. And I said, please sign the letter of sponsorship for her and bring it. I will visa it. There is another lady, I sat in my office, she came pregnant. She told me she was in chambers, and when she got pregnant, the doctor advised that she should have some rest. So she was actually on some rest when the exams were launched. The principal did not know that she was going to come back. So the principal went ahead and signed for the 3 that is required. She comes now and the principal says, oh no, it's unfortunate, I didn't know you were going to come. We will not victimize her because she was pregnant. Pregnancy is not a sin, it's not a crime. I told her, okay, talk to your principal. If he has space, I can send somebody to inspect. Or if there's any other lawyer who can train you, let me know. I will sign for her. So those are the kind of consideration. There's still some who have come from Rwanda. They say, okay, at the time the exams were launched, we did not have the means to come back. By the time we got here, they had already written the exams. We take that into consideration. There are some who come up and say, okay, bâtonnier, I want you to inspect my chambers. I am dedicated to this. It's a big chambers. We'll go there, we see it's a chambers that can train more than 15, 20 people. We give them some consideration. There are some that will come and tell us there is the son or the daughter of X and Y lawyer who died. And you know our tradition is that when a lawyer dies, pendant des hommages judiciaires et tout ça, we hand the week because we want to ensure a continuity. We have 3 cases. On a 3 cas. We may hand at the time when the child is still in the university and all of this because we want that legacy to continue. J'ai 3. Ils sont venus me voir. 3 cas des... Oui, des enfants, des avocats décédés. Oui. Ils sont venus me voir, oh monsieur le bâtonnier, c'est à moi que vous avez donné le perruque quand mon père ou bien quand ma mère est décédée. Oui. Et là, maintenant, j'ai eu la licence, je suis dans tel cabinet, mais on me dit, avant que je n'arrive, il y avait déjà tel nombre de postulants. Donc, je donne.
So that's why I tell you, there is no hard, fast rule. They are the prerogatives that the bâtonnier. All right, so I understand that some of the major factors are the physical state of the chambers and the intellectual capacity to receive and train the people, advocates properly. Correct. Now, you said something earlier which provokes a question in my mind. You said a lawyer who is or a lady who lives with some physical disabilities came to your office to see you and could not see you in your office. That's what she said. Is the bar president inaccessible? I didn't get into that. But if you ask anybody, because somebody listening to you now will think that it is as difficult to meet the bar president as maybe to meet government authorities in Cameroon, which is more or less an uphill task, which should not be so. If it were that difficult, she would not even have met me by the roadside. But she came to your office and she couldn't meet you. So she said, it could have been she got there, I wasn't there, or there were so many people. I would not understand why she couldn't see me. And that is the more reason I did not tell her, okay, come back to Yaoundé and meet me, or okay, come to the office. I made sure that her problem was solved there and then. So I don't know whether not meeting me was because I wasn't there, or I can't vouch for the staff. Are the doors of the bar president's office open 24/7 to the public? 24/7. I think I am one person. You don't sign any audience form to meet me. At any time, anybody comes to the bar to meet me, the only thing the secretary calls on the intercom, there's this person who wants to see you. I said, okay, install the person in the waiting room. If I'm free, I receive the person. On va marquer une pause dans cette émission de La Vérité en face sur Équinoxe Télévision. Nous recevons ce soir le bâtonnier de l'ordre des avocats, Eric est notre invité. Avec lui, nous revenons sur la question de l'organisation de l'examen d'aptitude au stage d'avocat prévu dans quelques jours, dans quelques semaines à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et bien évidemment, nous regardons également quelques faits d'actualité que nous analysons avec notre invité. Nous marquons une pause dans cette émission La Vérité en face et nous reprenons dans quelques secondes. Retour sur le plateau de La Vérité en face sur Équinoxe Télévision avec notre invité, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, Eric. Avant de revenir sur la question de l'organisation des examens, pour qu'on n'oublie pas, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse sur un sujet qui peut fâcher. J'entends des petites voix à la maison dire que les avocats perdent leur cotisation, mais on ne voit pas à quoi ça sert l'argent collecté. Ceux qui gèrent ne rendent même pas compte. Que répondez-vous à cela? Je veux simplement dire que ça, c'est des causeries de couloir. J'ai été voté, reconduit après avoir présenté le bilan de mon premier mandat. J'ai présenté un bilan. Quand je suis arrivé aux affaires, il y avait moins de 8 millions dans le compte. J'ai tout fait. On a réalisé 800 millions. On a commencé la construction de notre siège. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas où
par leur agent et tout ça. D'ailleurs même, le barreau est comme notre pays. Il y a aussi des opposants, il y a ceux qui critiquent. Bon, c'est tout à fait normal ça. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça, Duval. Pour moi, ça, c'est des distractions. Et quand je le vois, je peux aider, je peux détecter. Pour moi, j'ai le bâton. On n'a pas donné ce bâton à 2 personnes. Monsieur Bâtonnier, donc je gère ça. Pas, je veux le non, ne donnez pas le sentiment que nous, on rapporte les ragots sur ce plateau. Non, je n'ai pas. Le président de l'Assemblée générale, de l'ordre des avocats, était assis là où vous êtes. Il a indiqué que depuis que le barreau existe, on n'a jamais organisé une assemblée générale pour rendre compte de la gestion des fonds au barreau. Duval, je ne veux pas... Il était assis là. Oui, je ne veux pas... peut-être ça veut dire que c'est le siège des barreaux. Bon. Je ne veux pas m'amener à débattre ou bien de parler sur ce que le président a dit. Est-ce que c'est faux ce qu'il a dit? Pour dire qu'on n'a jamais organisé une assemblée pour rendre compte, je veux simplement dire que non, ce n'est pas vrai. On a toujours rendu compte lors des assemblées électives. Mais ce qui n'a jamais eu lieu, c'est des assemblées non électives, comme ce qui s'est passé dernièrement. Mais c'est de ça qu'il parle. Non, mais si vous regardez l'ordre du jour, il n'y avait pas quelque chose du compte. C'était pour adopter le budget et pour parler du mutuel. C'était 2 points sur l'ordre du jour. Là, tu peux vérifier. Il n'y avait pas quelque chose sur l'affaire de compte. Donc, mais chaque jour, vous savez, c'est des avocats. Tu vois, c'est des avocats. On est 6 000. La moindre de nous a une licence en droit. Donc, tous les jours, ils portent des lunettes pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez des pensées. Ils rentrent chez eux, ils l'imaginent et tout ça. Mais est-ce que le bâtonnier et le président de l'Assemblée générale, le page, comme vous dites chez vous, oui, rend à compte courant? Je peux vous dire, plan institutionnel, oui. Et pourquoi? Je dis oui. Et pourquoi? Est-ce que ça ne donne pas le sentiment d'une sorte de cacophonie à la tête du barreau? Non, Duval, je peux vous dire, let me put it this way, there is this, it is the tradition with the bar, it is not starting with me today, it didn't start yesterday. We have this issue at the bar of the bicephal administration. It is a very healthy relationship. It has nothing to do. But the president of the General Assembly, of course, before Pastor Baka, who is there now, we've always had it. The last General Assembly, of course, you people followed it up, it was the same thing. We have this, it stems equally from the laws. There are certain places where they think that no, it's the president of the General Assembly who has to do this, and the Bar Council feels that we are supposed to do this. That doesn't mean that there is a clash. And as intellectuals, we always know how to go about it. Est-ce que vous ne dites pas ça pour protéger l'ordre, éviter que à l'extérieur qu'on ait une image négative de l'ordre, justement parce que il y a des chantiers importants que l'ordre a lancés et donner le sentiment que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible? Ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mais j'ai l'obligation de le faire. Parce que nos saletés doivent être lavées à l'intérieur. Ne me dites pas que ici vous n'avez pas. But Barrister, you're supposed to be transparent and accountable in all perspectives, and not just wait for the elective assembly to give an account of your mandate. You're supposed to organize a different session to give an account of the management of the funds. Why are you not doing that? Mr. Babila, the law is clear. The General Assembly, the agenda is contained in the law. When we render an account, I render an account at the end of my mandate. We don't have any provision for midterm account. I am given a mandate of 2 years. At the end of the 2 years, I am called back to come and render an account. Within the period, I report to the Bar Council on how the activities are done. Because we work in collaboration with the bar, with the Bar Council. Because the bâtonnier as an individual is an institution. It's an institution, and that is why there are 3 levels of election. We elect the president and the vice.
We elect the members of the Bar Council and we elect the Bar President. It is not indirect suffrage. Every member of the General Assembly elects the Bar President. And that is the last step of it, where the destiny of the bar is handed to an individual. I conduct the affairs, and we report to the General Assembly. It is not like it is not transparent. No. If you are very transparent, as you put it, why are some of your colleagues, some of your members, thinking that there is a problem of accountability with the funds, with their money? I don't know those who say that. The first group are those that want to justify why they are not paying the bar dues, but I want to tell you that they will pay. It is not on social media where you go and debate on the issues of the bar. Actually, we are even going to sanction all of those people who get onto the social media and talk about the bar and all of those. It is only the bar president who talks about the bar. That is the law. That is the only person who has the mandate to go on podiums, even come here and talk about the bar. I have a mandate to act and report. So the issue of criticism or saying this and that, we are carrying out concrete activities that we are doing. We have transformed our professional cards. There's a lot of innovation that has gone in. We are going digital. We have abolished the bar rule, which used to be very physical and all of this. Each time that a lawyer dies, we take responsibility and all of that. And of course, we have the bar head office that we have started. We have the bar head office that we have started after 50 years. How far have you gone with that? How far have I gone with that? The first thing I want to, let me just take it gradually. You know, it's an oblong structure. When they did the excavation, quand on a fait le terrassement, il y a cette grande immeuble qui était, disons, un peu en danger parce qu'on a bien creusé. Il y a des voisins en bas qui aussi, la barrière de ces voisins a coulé. On était obligé de concentrer là-bas pour protéger les voisins et derrière. Donc, pour cette face, because the building is cut into two. The building is cut into two. You know, with the architectural law, once a building goes beyond a certain dimension, you must cut it. And you only deal with the fissure. So, the first part, on est déjà au niveau du troisième dalle. We have done the third decking. And on this lower part that we set to protect the wall of the neighbor, we are on the first decking. So it cannot be said that we are not doing work or the money is not done. There's some of your colleagues who think that the project was not well elaborated and that the amount of money requested to finish the whole of that project is so voluminous, is something that is going to be very difficult for you to have all that money. Babila, comment dirais-je? Je veux dire, le bâtonnier est un rêveur. Comme tous les leaders sont des rêveurs. C'est eux qui portent des visions. C'est des rêves que j'ai portés. C'est sur ça que j'avais battu campagne. Et des avocats, mes confrères, m'ont confié ces tâches de les réaliser. J'ai présenté le budget au Conseil de l'ordre. J'ai essayé, j'ai tout fait expliquer. Le Conseil de l'ordre a été convaincu. L'Assemblée générale qui s'est tenue à West Besne, ici à Douala, a autorisé le Conseil de l'ordre de procéder. Donc, comment dire, je peux aussi dire, Babela, les rêves ne sont pas contagieux. On peut être bien sur un lit, nous trois, pendant que quelqu'un est en train de rêver d'être actionnaire majorité d'une société aérienne. Il y a l'autre qui a couché à côté de lui, qui est en train de rêver comment il sera propriétaire de 2 taxis. Donc c'est ça des rêves. Les rêves ne sont pas contagieux. Et tu ne peux pas penser haut de votre rêve. Mais pour dire qu'un barreau de 6000 avocats, après 50 ans, pour construire un immeuble de 10 niveaux, implanté sur 1300 mètres carrés, 4 sous-sols, béton armé, pour 6 milliards, c'est trop, ça veut dire qu'on ne peut pas rêver. Monsieur Bâtonnier,
puisqu'on parle de rêve, Oui. est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'à la fin de votre mandat, vous ayez à réaliser ces rêves-là? Non, je ne suis même pas sûr que je veux réaliser. Parce que c'est un projet de longue durée. Oui. Et bon, je ne veux même pas interroger ce qui s'est passé pendant 50 ans. Mais je commence simplement là où, la 2014, quand on avait acheté le terrain. Monsieur Bâtonnier, dites-nous. Non. Si on avait commencé, chaque bâtonnat faisait 3 niveaux, comme on est là maintenant, je pense qu'on serait déjà fini. Ça, c'est l'administration. There is continuity. And that is the problem. On ne peut pas caler nos rêves, nos visions au mandat. Donc, on doit faire quelque chose qu'on doit réaliser pendant 2 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas un grand barreau. Justement, monsieur Bâtonnier, dites-nous, la vérité en face. Oui. Est-ce qu'à la fin de ce mandat, vous allez rendre le tablier, ou bien vous croyez que vous avez encore beaucoup de choses à faire? Même si je quitte maintenant, je pense que j'aurais vraiment beaucoup à faire. Tu penses quitter ou rester? Pardon? Tu penses quitter ou rester? On est au barreau, c'est des avocats. Tu n'as pas moyen même de rester quand le temps arrive. Hein? Et quand tu travailles vraiment fort, quand le temps arrive, gars, tu cherches à partir. Donc vous répondez comme un chef d'État dans la sous-région Afrique centrale. Les élections sont lointaines, Mais certaines. certaines. Donc, Non, mais nos élections ne sont dans la suite. Non, nos élections ne sont pas lointaines. On a donc la réponse, monsieur. Non, nos élections ne sont pas lointaines. Puisqu'on sait ce qui s'est passé. Oh, là-bas, non, mais là-bas, ce n'est pas chez nous, au barreau. Alors, pour revenir donc à l'organisation des élections, qu'est-ce que les candidats doivent... Examen, vous dites... L'organisation de l'examen Ok. d'aptitude au stage d'avocat au barreau, qu'est-ce que les candidats doivent savoir à propos justement de cette composition du dossier? D'abord, oui, j'ai précisé dans une sortie qu'il y a l'arrêté du garde des Sceaux, oui, il y a des résolutions de communiqué du Conseil de l'ordre. Oui. Les candidats doivent rester strictement dans cette couloir. D'accord. Ils doivent rester dans cette couloir. Oui. Alors, maintenant, pour ce qui concerne l'organisation de l'examen, Oui. on se souvient qu'en 2024, Oui. il y avait quand même des gaffes, hein, on va dire ça comme ça. Ah oui. Quelles sont les précautions que vous prenez aujourd'hui pour cette session 2026 pour qu'on n'ait plus des grincements dedans ou des éclats de voix pendant l'examen? Première gaffe, je ne sais pas si c'est ça le mot approprié, mais j'ai utilisé pour te faire plaisir. Première gaffe que on avait constaté, parce qu'il y avait cette flou de candidats. Des candidats venaient déposer des documents, il y a des candidats qui venaient même à 4 du matin pour avoir l'espace. Et il y avait l'embouteillage, la circulation devant notre siège n'était pas assez facile, donc c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Les gens souffraient pour déposer le dossier. Donc, cette année-ci, le Conseil de l'ordre a décidé de faire un calendrier. Des candidats du Saint-Amption ont déjà déposé. À Garoua. Garoua, Maroua. Ngaoundé ont déposé déjà leur dossier à Garoua. Oui. Donc, on a fait un calendrier. Douala va déposer, Yaoundé va déposer, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de faire pour éviter ces problèmes d'embouteillage. Il faut quand même prévoir peut-être à la fin, dans la chute de ce calendrier, un jour pour les retardataires. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas prêts au moment indiqué. Ça, c'est quelque chose qui est discrétionnaire. Je ne peux pas dire ici qu'il y aura tel jour pour des choses comme ça, parce que comme on est le Camerounais, tout le monde va dire, OK, on attend la dernière minute. Oui, on attend la dernière minute, mais on a des calendriers. Il faut qu'il essaye quand même de respecter le calendrier. Cette dernier jour, c'est quelque chose qui relève des prérogatives du bâtonnier et tout ça. Donc vous pouvez venir, que je ne suis pas dans une bonne humeur, je dis non. C'est fermé. Alors là, vous parlez des embouteillages autour du dépôt des dossiers,
Mais il y a aussi un autre problème qu'on a décrié au dernier examen, les longues attentes entre les épreuves. Et vous avez expliqué, c'est vrai que et c'était des questions de discrétion parce qu'il fallait à chaque fois décider de quelle épreuve qui passe, et donc aller faire les tirages, ça prenait beaucoup de temps. Mais vous savez que ça a impacté le moral des candidats. Est-ce que vous allez changer de mode opératoire ou bien vous allez rester sur cette façon de faire là, avec des candidats qui composent jusqu'à 2 heures du matin? Non, on va rester sur ça, mais je t'assure que le candidat ne va pas composer jusqu'à 2 heures du matin. Parce que le texte, notre texte, dit l'examen doit être fait dans une journée. One day. The exams have to be written in one day. But you see, we started by 11 and we finished at 4 a.m. Là, ce n'est plus one day. C'est 2 jours. Because we wanted to respect the law, we finally ended up having 2 days. And you see, the mischief that we want to cure, we have to weigh the scale. Is it the pain that the lawyers, the candidates go through, which is lighter, or the mischief? Because when we came, just like it will happen this time, the jury comes in the morning. Because I told the director we were not going to draw questions from the question bank. When they come in the morning, when the candidates are already seated in the hall, the jury sits and sets the questions. Oui, ça c'est pour éviter les fuites des épreuves. Yes, and we made sure that we had heavy duty photocopiers. This time we will multiply the number of photocopiers so that we can do more. But we think that was a better thing, to get the candidates wait. The exams are set when they are there, rather than say they come in the morning and we hear stories of there was examination leakages and all of that. And to avoid the issue of candidates writing jusqu'à 2 heures du matin et tout ça, c'est pour ça que cette fois-ci, dès que vous avez vu même l'arrêté du garde des Sceaux, c'est le 18 et le 19. Donc ce n'est plus, c'est 2 jours maintenant. So, il n'est pas possible que des candidats vont composer jusqu'à 2 heures ou 3 heures. It's not possible. Donc vous allez prendre des dispositions sur le plan logistique pour une multiplication rapide des sujets, pour que les candidats n'attendent plus longtemps dans les salles d'examen entre 2 épreuves, comme ça a été le cas en 2024. C'était la principale difficulté. Oui, mais tu vois, il n'y aura même pas l'attente entre 2 épreuves. Parce que le premier jour, dès que vous terminez, vous rentrez et vous venez le lendemain. Oui. They had to wait because there was the next paper. So this time there will be nothing to wait, because one is written on one day and the other one is written the next day. Est-ce que vous n'avez pas déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Je ne crois pas. Parce que dans le premier cas, l'examen c'est un jour, les candidats ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis le lendemain ou bien dans la nuit ils repartent. Là vous indiquez ça va être sur 2 jours, ça veut dire qu'il va prévoir la logistique nécessaire pour tenir sur les 2 jours. Yes. Vous avez déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Non. On a déshabillé personne. Ils sont tous avec les habits. Yeah, but there are extra charges, there are extra costs to that organization. The fact that they're going to spend 2 days going and coming. Yes, who takes care of that? There is extra cost. There's extra cost, but that extra cost is not as damaging as getting them to write the whole day till 2 a.m. Because somebody who is not used to that, first psychologically and mentally, you are worn out. But now you come, the next day you write, you are fresh. When they had to write up to 3 a.m. or 2 a.m., there are so many of them who are not used to Yaoundé. They had to take taxis, and the risk at that point was the risk of life. So there's nothing you will compare to life. So if it means spending 2 days to save life, we are happy that nothing happened then. But aussi, Duval, quand vous dites comme ça, c'est ce que vous avez choisi de leur dire. You should equally understand that you don't make an omelette without breaking the egg. Tu as oublié qu'il y a aussi ça? Alors, what about the extra cost in terms of logistics that the bar will need to put in place with the 2-day? Yes, the extra cost, the bar would see how that is handled, because when you get out to something like the exams and all of this, what is more important is the integrity of the exams. The cost is there, but it comes secondary.
We will not want to say, let us rush with a minimal cost and we have a scandal with the exams, or there's leakage, or we say that there are some people who are going to the hospital. Like the other time, there were some candidates who took ill. We had to rush them to the hospital. There were centers that it was raining and lights went off and all of those things. We really had problems. And this time, we have learned from the past and we are going to ameliorate. And you were talking about the issue of electricity. That was a major problem because of the night, because the exam prolonged into the night. Correct. Definitely you're going to avoid that. But then the electricity problem will still be there, maybe with the photocopiers that you're going to multiply with the heavy-duty photocopiers, with our epileptic energy supply in Cameroon. No, the electricity I'm talking about was not in terms of the secretariat where the photocopying was done and all of that. I'm talking about the lighting and all of that. Yes. That was the problem. About the photocopiers, whenever we do that, there is always a standby generator with maximum capacity because we know it can happen. Alors, Monsieur Bâtonnier, on va sortir l'émission par deux sujets d'actualité. Le premier sujet porte sur, on va dire ça comment, cette affaire des migrants africains qui ont été, qui sont présentés comme ayant été en situation irrégulière et qui ont été transférés des États-Unis. On apprend que ce sont pour la plupart des Sénégalais, Sierra-Léonais, Éthiopiens entre autres, qui sont arrivés à Yaoundé jusqu'au 16 février dernier. On l'a dit, expulsés par l'administration des États-Unis. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire? Yes, Duval, I am aware of that. I remember I was out of Yaoundé when I was called from the U.S. by some lawyers to inform me that non-Cameroonians have been deported from the U.S. and that they were in Cameroon. I sent the Vice President of the Human Rights Commission to go and verify it. She did, and she confirmed. Lawyers went there, they met them, and talked. But subsequently, we heard that Cameroonians equally, who were deported from the U.S., were detained at the judicial police, though they were released thereafter. We hear stories of male, female detained in the same cell and all of that. And what we hear is that it is the IOM, the International Organization for Migration, that they are the ones who are in charge of that and all of that. I got that last week, and they will take steps to meet them because it is bizarre. It is bizarre. I don't understand on what basis Cameroon, our territory, will now be a ground to deport foreigners or non-Cameroonians and dump here. I don't want to understand. I don't want to make any other statement more than that. But we are going to get into it, and the bar will make a communique to that effect. But prima facie, ex facie, we see that it is absolutely wrong. It's absolutely wrong. Several Cameroonians were concerned by the fact that Cameroonians who were deported to their own country were detained in police cells. That's what foreigners were lodged in a very nice apartment with air conditioner and everything, but Cameroonians were detained in police cells. Yes, I think I hear it's around Rue Sepe that the foreigners are there, and the Cameroonians were in the police cells at the judicial police. You see, I don't even want to look at it that way, but I am looking at it from the simplistic point of abuse of rights. Abuse of rights. This person is deported back to his country. He gets to his country, and now he is locked up, I don't know for which offense. And these are non-Cameroonians who have been deported, and now they are, I don't know what name to give to that camp. It is outrageous. And to say the IOM is part of this can only be horrific. Can only be horrific. I remember sometime we had a mission, because this is not the first time Cameroonians are victim to that. We had a meeting sometime, and I drew their attention to it. They said, oh no, they were not aware by the time they heard, because that time it was in Douala here. They landed in Douala, and they were ferried straight to the prisons. It was not even the same, it was taken to prison, detention, and I'm sure released thereafter. It's what are we heading at? Alors, je voudrais avoir votre avis sur cette allocution du premier président de la Cour suprême du Cameroun au cours de l'audience solennelle d'installation
de Madame le procureur général près la Cour suprême et de rentrée judiciaire 2026. Un discours qui a été, une audience qui a été présidée par M. Fonko et Joseph Fongan, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême en lieu et place du premier président empêché. Je vais avoir votre avis sur cet extrait précisément. Il dit: le titre foncier est obtenu à la suite d'une immatriculation directe. En principe, le titre foncier obtenu est inattaquable, intangible et définitif. Toutefois, le droit camerounais a apporté des tempéraments à l'irrévocabilité du titre foncier. Il n'est pas exagéré de dire, au regard des multiples contestations, que le titre foncier semble désormais avoir une force probante relative. Un auteur a écrit que le titre foncier est devenu l'acte administratif le plus exposé à l'anéantissement. Comme pour dire que le titre foncier au Cameroun est devenu un chiffon de papier. Ah oui. Quel est le niveau de gravité de cette affaire? C'est assez grave. C'est assez grave. Je dirais même que c'est plus grave qu'on peut imaginer, parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas la valeur de cette titre foncier. Mais où se trouve le problème? The problem is, parce que lorsqu'on écoute le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, on a le sentiment qu'il est en train de faire le procès d'abord des magistrats. Yes, qui pour certains ne respectent pas vraiment la loi, rendent des décisions qui sont contestables sur la question des titres fonciers. Yes, Duval, I would not want to talk about taking some positions because for fear that it doesn't influence pending litigations and all of that. I don't want to get into some technicalities about particular files that I've heard, because as the bar president, it is the position of the bar that I will be giving. So I will avoid giving issues that will tend to influence the mind of any judge before whom an action is pending. Mais le mal est profond. Le mal est parfaitement profond. Le profondeur de cette mal n'est pas au niveau de dossiers pendants et tout ça, même si ça, j'aime parler plutôt dans le sens général. Oui. The point is, the text that you just read there, that is the qualification of the land certificate. It is unassailable, it's unattackable. Because the procedure to obtain the land certificate, it is that rigorous. It is not just one ministerial department that is involved. There are several ministerial departments to make sure that by the time the land certificate is established, it is fit and proper to be called an official certification of land ownership, which is insaliable, unviolable. But what we have come to realize these days is that the land certificate is as good as any garbage. We have had cases where the land certificate is issued today, it is revoked tomorrow. Within 1 week, a land certificate, the same land certificate is revoked twice or thrice and reinstated twice or thrice. It doesn't speak well either of our judicial system or of our administration. Plus pire, ça a un impact vraiment grave sur l'économie. Absolument. Parce que presque 65% de nos garanties bancaires, c'est des titres fonciers. Ça ressort dans des livres fonciers des immobiliers. Là maintenant, des banques, doucement, ne prennent plus des garanties, ne prennent pas des titres fonciers comme des garanties. Parce que tu n'es pas sûr si le lendemain on va annuler. Plus grave, dès qu'on avait commencé cette procédure d'annulation et tout ça, les gens disaient que non, c'est des jeunes titres, des titres qui datent de 10 ans et tout ça. Mais là maintenant, on entend des titres de 30 ans. Et là, il y a des gens qui regardent leurs titres. Alors, il faut trouver des solutions à cette affaire. Et le magistrat Fongan a proposé quelques solutions. Il dit, un auteur a écrit, il dit il faut ajouter à cette difficulté le caractère désuet de notre dispositif juridique. La gestion du contentieux foncier au Cameroun se heurte à la vétusté de nos textes. C'est-à-dire que les textes aujourd'hui sont vieux, dépassés, anachroniques. Un auteur a écrit à ce propos que lorsque les temps ont changé, les lois qui sont demeurées sont devenues ridicules.
Le système de règlement des litiges répartis entre l'administration et les juridictions ne répondent plus aux exigences du contexte en raison d'un arsenal juridique désuet, souvent en déphasage avec l'évolution de notre société. Certaines dispositions légales sont dépassées, d'autres donnent lieu à des interprétations sibyllines. Pour vous, est-ce que la question fondamentale est vraiment le caractère désuet, anachronique et dépassé des textes qui régissent le problème foncier au Cameroun? I would say to some extent, I would say yes. Est-ce que le problème n'est pas l'application des lois qui existent déjà? Non seulement c'est le deux, Duval. I want to tell you that land tenure ordinance is one official instrument that causes a lot of problems in Cameroon, a lot of litigation. And that land ordinance encourages corruption. How? Let me say this. I have spoken to some parliamentarians. The land ordinance provides that you cannot apply for direct registration of land if you were not born before 1974. June or July 14, 1974. I talked with parliamentarians who were born after that. It means that you cannot. And parliamentarians sit and read that disposition and it doesn't bother. And when I say it encourages corruption, this is what is practiced on the field. There are young people who were born 1980. If you're born 1980, how old are you today? 40-something. 40-something years. They have the means, they want to buy land and all of this. They have to immatriculate the land. What do? What they do is they take the land. When they acquire the land, though the law says you cannot acquire land which is not registered, but a lot of it is done. When they acquire the land, they now get their fathers. They register the procedure alongside their parents. We have had a lot of litigation in families where a young, dynamic, prosperous son gets land registered alongside in the name of the father, or even registered entirely in the name of the father. When the father dies, he comes up and says, no, this is my land. I registered it in our father's name because I could not. It becomes a succession matter. A dispute erupts. A dispute erupts. Other children get up and say, no, this is our father's land. We have to share it. It has to be part of the succession package. Another aspect, there are instances where for you to circumvent that issue, they tell you once the gazette comes out, you now have to, a lot of bribery is done at that level. Because when you make laws that are so stringent that cannot be enforced, you actually leverage on corruption because people have to do everything to circumvent. It is not correct. I interviewed a land law expert, Dr. Asongwe Cletus, who is the divisional officer of Douala 5, on this issue, and he talked about the gap between the manual era and the digital age as far as land registration is concerned. He talks about the gap between the time when things were done manually and now that everything has been digitalized, and it's difficult to trace some of the some information about some of the lands that were registered before 2010 and so on. Is that not a point of concern? It is a point of concern. It is a point of concern. But you know, this is not the only service that has moved from analog to digital. When you transition from analog to digital, you must be able to understand that there were lands. Because when we talk analog, it means that there were documents. There were documents. It's not like it did not exist. So definitely the first stage is to make sure that everything that was in documents, those big ledgers you see in those offices, are actually inserted in the land registry in a digital form. And they can move from there. But what they've been doing progressively is you have a very old land certificate. When your father dies, you now go for the transfer. They will tell you to go and do an upgraded site plan. You have to pay some monies. Now the surveyor goes there to survey and all of that. At times, a dispute erupts. And it's as though it is some new land that you want to immatriculate, whereas it's not the case. Now, let me have Barrister's take on a decision
taken by the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, who authorizes or who has authorized chiefs, traditional authorities to deliver intermediary land documents. What do you think about that? It is clear that it is not a land title and cannot substitute a land title, but that decision, does it not create another environment, the necessary environment or the enabling environment for all these conflicts and land disputes? It only goes to add on the boiling volcano within the land domain, because it is really a volcano. It's really crazy what is happening, because even you get to lands, you file, you apply to a court for a judgment to obtain a duplicatum. The court grants your application. You go to the land registrar for that judgment to be executed. They tell you they have to send it to Yaoundé. They have to send it. The minister has to visa and give his okay for that court judgment to be executed. Come on. Come on. Come on. Alors, monsieur le bâtonnier, if there was any other better word to use in place of illegal, unconstitutional, that is the word we should be using. Alors, It is du secteur judiciaire, comme les magistrats, comme les notaires et tout ce qu'on peut imaginer, vous arpentez les couloirs, les prétoires tous les jours. Quels sont, de votre point de vue, les autres, à côté du problème foncier, quels sont les autres chantiers prioritaires qu'il faut adresser de façon urgente dans le secteur de la justice au Cameroun aujourd'hui? Tu vois, je suis un peu perdu parce que je commence par où? Il y a la code de procédure pénale. Il y a la code de procédure pénale qui date maintenant de 20 ans. C'était un code, dirais-je même, on a juste essayé, c'est la première fois. Je ne connais même pas quel pays que chaque 10 ans, on ne revoit pas toutes les législations. We definitely, as a first model, the first thing we need to do is we need to have a law review commission in this country that reviews all the laws and proposes to government and parliament what are the shortcomings. Est-ce qu'il y a des choses précises qui attirent votre attention, par exemple, dans ce code pénal et qui pourraient faire l'objet d'une réforme? No, this criminal procedure code is a merger between the criminal procedure ordinance that was applied in the English jurisdiction and the code d'instruction that was applied in the civil law jurisdiction. So there are bound to be some conflicts. There's a lot that when you get into the practical sense in court, it doesn't go, it doesn't flow. So we need to have a commission to review 20 years after, what are the challenges? How do we amend? There are so many of them, so many. The next issue is when you look... You have, for example, the issue of bail, which is practically automatic in the common law jurisdictions, but in the civil law jurisdiction, it's not the case. You see, I don't want to say bail is automatic. That will not be a good word to use. I know I read even from the books of my colleague and a friend, Dr. Liman. Yes, Liman. He has elaborated a lot. He carried out his research on that. Bail is not automatic. I mean, somehow, like it is easier. It is easily granted. Yes. It is easily granted in the common law jurisdiction than in the civil law. I think bail more in the common law jurisdiction is a right and refusal is the exception. But in the civil law jurisdiction, it's the reverse. The impression is given it is the reverse. It's not like it is automatic the other way. It's like it is a right. And there are cardinal issues, there are cardinal indicators. Once those things are arrived or are ascertained, then bail should be granted. But you know, from the criminal procedure ordinance in the common law jurisdiction, bail was as of right.
and retention in custody was the exception. In this civil law jurisdiction, it was not that. So they are actually trying to see how they embrace the new system. They're still trying to embrace it, but those are the things that they need the practical realities to get it. And you get into courts here, there's still some courts that are very, very resistant, even to the way the court settings are done. Because before now, you see the legal department used to be up there with the judge and the registrar, and the lawyers are down there. But in the typical Anglo-Saxon setting, the legal department sits here, the bar sits here, and the judge alone is up there like the arbiter. And the magistrate comes into the court through a particular door. But the legal department, the state council, comes in through the same door with the registrar, with the lawyers. But in the civil law jurisdiction, it's different. With us, it is an aberration. It is like a taboo to say that the state council comes into court through the door that the judge uses. No, I don't even imagine it happening. Alors, monsieur so Bâtonnier, practically. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on sorte cette émission par une question. Nos investigations nous ont amenés à réaliser qu'il y a des membres du gouvernement qui ont des soucis, pour ne pas dire porter plainte, contre certains avocats au barreau du Cameroun. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ou bien vous croyez que ce n'est pas encore le moment? Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a des soucis. Je ne sais pas. Si vous voulez qu'on le parle, allez-y. Est-ce que dans le cadre de, on va dire ça, de la crise post-électorale, oui, il y a un certain nombre d'avocats, soit qui sont engagés en tant qu'acteurs dans les activités politiques, ou certains avocats qui ont pris des positions assez controversées, selon certains membres du gouvernement, sur cette crise post-électorale, ou certains membres du gouvernement estimant par exemple qu'ils ont été un tout petit peu canardés par ces avocats-là, et ils vous auraient saisi pour essayer de leur remonter les bretelles. Non, je veux d'abord dire des avocats ne sont pas au-dessus de la loi. Des avocats ne sont pas au-dessus de la loi. S'il y a une procédure pour porter plainte contre un avocat, pour traduire un avocat devant des justices et tout ça, c'est juste parce que l'avocat incarne l'image de la justice. Ce n'est pas l'avocat qu'on est en train de protéger, mais c'est cette image qu'on est en train de protéger. Il y a des membres du gouvernement qui m'ont saisi, j'ai accusé réception et les dossiers sont en cours de traitement. Vous allez les conduire à la commission de discipline, ces avocats-là? Si des faits sont avérés et nécessitent qu'on les conduise, là je vous assure qu'on ne manquerait pas de les faire. En même temps, en tant que président bâtonnier, vous avez aussi le droit de protéger les avocats. J'ai ce droit. J'ai ce droit de protéger des avocats. Vous nous rassurez? J'ai ce droit de protéger des avocats pour que des avocats respectent la loi. Vous nous assurez que vous n'allez pas être influencé par ces membres du gouvernement dans les décisions que vous prendrez contre ces avocats? Non, parce que ce n'est pas le bâtonnier qui prend des décisions en termes de discipline, c'est le conseil de l'ordre et ce n'est pas vote. Monsieur le bâtonnier, infiniment merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en face. Thank you very much, Duval. It's always a pleasure for me to say here. But if you permit me one thing, it is the question you asked about why the precipitation. I think the exams that you asked about why the precipitation, the exams that have been launched this time around, it's unfortunate that we have to stay for this number of years. Mais ce que le Conseil de l'ordre a fait, c'est de plaider devant la chancellerie pour justifier pourquoi on doit lancer régulièrement. Vous savez, quand on lance l'examen après 10 ans, on venait de signer une convention avec la CONA pour lutter contre la corruption. Lancer l'examen régulièrement, c'est pour lutter contre la corruption. Parce que quand on laisse passer 10 ans et on lance, ça devient une affaire de vie et mort. C'est là où on parle de 10 millions, 5 millions pour acheter et tout ça. Mais si c'est régulièrement, tu demandes à quelqu'un 2 millions, il va vous dire non, mais si je ne réussis pas l'année-ci, je veux attendre. Et voyez-vous, Duval, si mon
confrère bâtonnier Moïse m'avait pas envoyé au nom de 480 Camerounais qui étaient bloqués au Rwanda. Je ne pouvais jamais imaginer à un seul instant qui pouvait être au Rwanda ce nombre de Camerounais. Si on regarde juste le nombre de Camerounais au Rwanda et on regarde le minimum qu'ils dépensent, prenons 6 millions pendant ces 2 ans, on est à 2 milliards 480 millions. C'est de l'argent que l'État perd. Et si on lance l'examen chaque année, il y a des parents qui vont utiliser cet argent pour investir dans d'autres choses. Quand on rencontre, il y a des magistrats, il y a des gendarmes, il y a des policiers qui nous disent « Non, j'ai été postulant, j'ai postulé dans tel cabinet, j'ai postulé dans tel cabinet, mais... » Comme ça a duré, on a lancé « Je suis parti, je suis parti. » Vous voyez? Et quand on lance régulièrement, le barreau profite pour trier. Il trie. Il a quand même des avocats, il y a des candidats qui veulent être des avocats par passion. Mais quand on laisse passer 10 ans et on lance, on a peut-être 80% en face de chercher d'emploi. Et le barreau n'est pas là pour résoudre le problème de chômage du Cameroun. C'est un corps élite. C'est un corps élite. Très bien. Merci. On va juste rappeler que la date de l'examen est prévue les 18 et 19 avril 2026. Exactement. Mais avant cela, il faudrait que les candidats déposent les dossiers. Ils sont en cours. Et je crois qu'en consultant le site du barreau, ils peuvent avoir des informations précises sur le calendrier, le chronogramme du dossier. Est-ce que le site est à jour? Oui, le site est à jour. Très bien. Merci, M. Bâtonnier. Merci infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Merci, Duval. Merci de m'avoir invité pour avoir l'information de la source. Au lieu de prendre sur des réseaux sociaux et tout ça, we want to thank you for doing that. Merci, Babila Jonathan. Right. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de la vérité en face chez Équinoxe Télévision. Bon dimanche à tous et à très bientôt.